On va revenir un petit peu sur les films sortis cette semaine, à commencer du coup par la Palme d'Or, Un simple accident. Alors je l'ai vu en rattrapage de Cannes, donc c'était du coup fin mai, mais j'en ai d'assez bons souvenirs en réalité. On suit donc du coup un homme qui est chauffeur de taxi, si je ne me trompe pas, qui... Oui, Léa n'aurait jamais pu générer le moment où je me suis mouché 50 fois avant de lancer cette petite partie-là. On suit du coup un homme qui est chauffeur de taxi et qui accueille un moment, enfin, voit un moment près de là où il bosse, un homme qui a la jambe coupée, il se dit « Putain, c'est mon ancien ravisseur ». Mais il est pas sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il regarde la personne et il se dit, en fait, elle me dit que c'est pas lui, elle me dit, et en même temps, elle a l'air de plutôt être convaincante, donc je sais pas trop. Et en fait, je vais du coup voir des amis pour me dire, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est lui? Certains sont pas tout à fait sûrs, d'autres disent, c'est sûr que c'est lui. Et donc, en fait, ils vont devoir déterminer si c'est vraiment leur ancien ravisseur qui les a tapés quand ils étaient en prison, etc. Et globalement, c'est du coup potentiellement un simple accident et un simple malentendu, j'ai envie de dire. Et voilà. C'est du coup un film de Jafar Panahi. Jafar Panahi, grand réalisateur iranien qui a notamment été enfermé pendant, je crois, une dizaine, une quinzaine d'années, je crois même un peu plus, dans son pays et qui ne pouvait plus sortir. Il a fait notamment des films qui, devaient passer en fait dans des clés USB cachées dans des gâteaux notamment. Il a fait des films qui étaient plutôt pirates, qu'il a tourné comme ça sans autorisation parce il était recherché et interdit de tourner par le gouvernement iranien. Donc voilà, vous savez la situation en Iran, tout ça. C'est pas chouette, c'est pas top. Et ben moi je le voyais un peu comme le film iranien de loin, Un simple accident. Je me suis dit bon, c'est le film iranien qui critique le gouvernement iranien, qui critique le pouvoir iranien et qui du coup a des prix parce que c'est la bravoure de faire un film en Iran, ce qui est vrai, c'est quand même très brave de faire un film en Iran, on va pas se mentir non plus, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas le truc qui est le plus simple à faire. Mais maintenant du coup, est-ce qu'un simple accident c'est bien? Eh ben c'est bien, c'est bien déjà parce que c'est drôle. Comme pas mal des films de Jafar Panahi, il y a quand même un aspect un peu léger, un peu drôle aussi, un peu rigolo. Et là, typiquement, il y a beaucoup de ça, notamment les interactions entre les persos, et notamment ce côté, enfin là, cette scène-là qu'il y a dans le trailer, où t'as les persos qui s'embrouillent et qui après disent « Ah mais non, non, c'est normal, on est en train de filmer les photos pour le mariage, tout ça. Non mais ça fait un joli cadre et tout. » Et il y a beaucoup d'humour dans le film, ce qui est pas mal. Il n'y en a pas non plus 10 000, notamment sur le dernier tiers, il y a bien moins d'humour et ça commence à redevenir très sérieux. Et ça commence notamment à interroger les relations de pardon, les relations de qu'est-ce qu'on fait de ces personnes, qu'est-ce qu'on fait de ces personnages-là, qui est ultra pertinent, je trouve. Et ça reste quelque chose d'ultra chouette à voir. Et je trouve qu'en vrai, de vrai, bah, c'est un super film. Alors après, Palme d'Or mérité, moi j'ai pas vu tous les films qui étaient en concurrence pour la Palme cette année, mais j'ai quand même l'impression que, mine de rien, alors c'est beaucoup plus une palme, je pense, pour la vie de Jafar Panahi, que pour ce film-là, parce que ce film-là, il est sympa, il est chouette, voilà quoi. C'est aussi quand même la palme une des palmes les plus politiques, enfin toutes les palmes sont politiques, mais les palmes d'or ont quand même cette habitude vraiment d'être des palmes qui vont interroger le spectateur, qui vont créer du débat. Et ne serait-ce que créer du débat sur ça a eu la palme d'or, des trucs comme ça. Ne serait-ce que créer du débat pour dire pourquoi ce film et pas un autre. Et en fait, c'est vrai que du coup, on va plus se pencher sur le film et il va avoir plus d'intérêt parce qu'il a eu la Palme d'Or, qui est vue comme la récompense ultime pour beaucoup de cinéastes. Et donc voilà. Et en vrai, en dehors de ça, je trouve que c'est un grand film qui interroge beaucoup de la moralité, ça évidemment, qui interroge beaucoup également sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a ressenti, parce qu'en fait, il va essayer de retrouver, un peu comme dans Les Fantômes, qui est sorti l'année dernière, il va essayer de savoir si c'est lui, grâce à l'odeur, grâce à un peu tous les sens, et grâce à quelque chose qui n'est pas nécessairement tangible par le cinéma, ce qui est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et en fait, on va rentrer dans cette quête-là pour cette enquête-là, pour se dire,
jusqu'à la fin, est-ce que c'est lui? Et c'est là aussi où je trouve le film plutôt pertinent. C'est qu'on va retrouver cette idée que on ne sait pas jusqu'à quasiment la fin où c'est plus ou moins révélé si c'est vraiment lui. On ne sait vraiment pas ça. On commence à avoir des doutes, mais en fait, on va faire le chemin de nous-mêmes pour savoir si c'est vraiment lui le ravisseur ou si c'est un parfait inconnu qui juste s'est retrouvé dans cette embrouille parce qu'il ressemble un petit peu au ravisseur en question, quoi. Et je trouve que là-dessus, le film, il est très malin et le film, il gère super bien son rythme et il gère super bien son enquête. Il est assez haletant. Il est vraiment. Non, franchement, il est bien fait. Et voilà. Bah, putain, c'était poisson, j'avoue. Mais bref, en tout cas, c'est chouette. On peut dire que c'est chouette. On peut dire que c'est une palme d'or plutôt méritée. Encore une fois, je ne me souviens plus exactement de qui était en course pour la palme d'or. Je sais qu'il y avait Eddington dans le tas. Moi, personnellement, j'aurais plus peut-être donné à Eddington, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça mérite pour un simple accident. Pourquoi pas. Marche ou crève de Francis Lawrence. Marche ou crève, c'est du coup une adaptation de The Long Walk, qui a été traduit par Marche ou crève, bouquin de Stephen King, qui en fait suit les aventures de 50 personnes, une pour chaque état des États-Unis, qui en fait, suite à un contexte très complexe de la part des États-Unis, où en fait ils sont en guerre, tout ça, on sait pas trop quand est-ce que ça se passe, potentiellement dans le futur proche, potentiellement il n'y a pas si longtemps que ça, tout ça. Et en fait, ils prennent tous part à une marche dans laquelle, si ils s'arrêtent de marcher, ils sont exécutés. S'ils s'arrêtent de marcher à plus de 5 km/h, hein, il me semble, ils sont exécutés. Et donc, on va suivre ce petit panel de gens. Donc voilà, le film sur Baleine Nico, puisque Marche ou crève, effectivement, c'est un peu la même histoire qu'ils ont vécue. Mais non, mais en vrai, et du coup, il y a un seul vainqueur, hein, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, il y a un seul vainqueur qui, lui, va remporter des milliards, enfin, une fortune colossale et, et, euh, et un vœu. Voilà. Un des rares très bons livres de King, on peut le dire, à chialer à la fin du livre. Moi, j'ai pas chialé à la fin du film, je peux vous le dire. Alors, en vrai, le principal problème que j'aurais avec ce film-là, c'est que j'ai rarement vu un film où j'ai l'impression qu'il n'y a aucun metteur en scène. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression que tous les plans sont basiques, que tous les plans sont inintéressants, que à chaque fois, en fait, c'est ce truc-là, enfin, il y a une phrase, je crois que c'est Godard qui disait si on filme le visible, on fait du téléfilm. C'est vrai, enfin, il y a vraiment ce côté où à chaque fois j'ai l'impression qu'on ne filme que ce qui est voué à être filmé, quoi, quelque part. Et qu'il n'y a rien enfin, il y a rien d'intéressant dans la mise en scène, il n'y a rien d'intéressant dans le choix des plans, dans le choix des axes qui a été pris par la caméra. Et je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant aussi dans le jeu des personnages. Enfin, c'est un peu ce truc-là où toute la campagne marketing de Marche ou Crève a été axée sur le fait que ils ont vraiment marché. Ils ont vraiment marché beaucoup. Et je me dis, oui, bon, ok, pourquoi pas. Mais il n'empêche que je ressens pas trop ce côté exténué des personnages. Et alors que pourtant, il y a des petits indices. Typiquement, le personnage principal, joué par Cooper Hoffman, au début, il a pas de barbe. Sa barbe commence un petit peu à pousser. On voit qu'il est bien maquillé, tout ça, pour faire un côté très fatigué, etc. Et on sent, voilà, que potentiellement il avait un petit peu marché. Mais moi j'ai envie justement de voir les personnages exténués. Enfin, ce que j'ai pensé à la fin de ma séance, c'était de me dire putain, mais Marche ou crève par Werner Herzog, qu'est-ce que ça aurait de la gueule? Parce que vraiment, pour le coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas évidemment Werner Herzog, c'est quelqu'un qui est très maximaliste dans ses tournages de films de fiction. Notamment, c'était Aguirre à la colère de Dieu, où il suit un périple d'un conquistador, et en fait il a plus ou moins fait le même périple à ses personnages, à ses acteurs, et donc du coup on le ressent de la part des personnages, et où en fait il y a quand même ce truc où les personnages devenaient fous eux-mêmes et ils incarnaient des gens fous, donc c'est parfait. Et pareil dans Fitzcarraldo, typiquement c'est un de ses chefs-d'œuvre, et où en fait dedans ça raconte l'histoire d'un bateau qui a traversé une montagne. Et il a vraiment refait traverser ce bateau traverser cette montagne par son bateau, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et je me dis, bah là, Marche ou crève, en vrai, faut vraiment les faire marcher. Faut vraiment ressentir cet état de fatigue.
parce que je trouve que là, typiquement, un des gros soucis que j'aurais avec le film, c'est que ça parle trop. Quand moi j'ai couru un marathon, sur la fin, t'as envie de parler à personne. T'es exténué, t'es cliniquement mort. Enfin, vraiment, t'es fatigué jusqu'à la moelle. Et moi, c'est un truc où j'ai couru ce marathon-là, et c'est même pas un dixième de cette grande marche, entre guillemets. Donc je me dis, mais sur la fin, pourquoi est-ce qu'il continue à faire des grands serments, à parler comme si de rien n'était, etc. Je trouve qu'on ne ressent vraiment pas ce côté fatigue de la chose. Alors que pourtant c'est censé être la base vraiment de tout ce contexte-là. C'est que t'es censé ressentir une grande fatigue de la part des persos, quoi. Donc clairement, moi, je sais que c'est ce que j'ai... Enfin, j'ai trouvé ça très mauvais. Enfin, plus j'y pense, moins je l'aime, personnellement, ce marche ou crève. Il y a des éléments que je trouve intéressants, notamment ce côté un petit peu mystère sur ce qui se passe en dehors des États-Unis. Et sur ce qui se passe en dehors de tout ça. Et sur tout ce qui... tout ce qui... tout ce qui se passe en dehors, mais je trouve que ça prend jamais son temps. Les plans, pareil, le montage est ultra cadencé. Je crois que tous les plans durent à peu près la même durée. Tous les plans durent peut-être 3 ou 4 secondes. Et en fait, du coup, il y a jamais le temps de s'attacher au personnage. Il n'y a jamais le temps même de faire des grandes séquences, mais aussi parce que bah il y a de la triche, quoi. Il y a des ellipses, hein, vous vous en doutez bien, hein, bien sûr. Mais il y a beaucoup de moments où je me dis, mais en soi, je ressens jamais le moment où il marche beaucoup, quoi. Et je le ressens un petit peu, enfin, je le ressens un petit peu quand même. Je vais pas dire non plus que je ressens rien devant le film, mais il y a quand même cet aspect où je ressens rien sur... je ressens pas qu'ils ont marché très longtemps, quoi. Ce qui est un petit peu un problème quand on fait un film qui s'appelle Marche ou crève, j'ai quand même intérêt à ressentir le fait qu'il marche beaucoup. Donc bon, moi je trouve que c'est pas très intéressant, et je trouve que c'est vraiment un film à skip, mais à skip à mort, quoi. Contrairement à Soundtrack to Coup d'État, qui du coup vient de sortir. Alors, faut savoir que le film est sorti il y a 2 ans aux États-Unis. Quasiment, il est sorti, je crois, il était projeté à Sundance en janvier 2024, et il vient enfin de sortir chez nous. Alors, Soundtrack to Coup d'État, je suis quand même un peu plus mitigé, je pense que certains, je sais que beaucoup disaient que c'était un grand documentaire, un grand film, tout ça. Je suis peut-être un peu plus mitigé, j'ai quand même apprécié mon expérience, j'ai quand même apprécié mon visionnage du film, hein, évidemment, mais... je suis moins dedans peut-être que certains, principalement parce que Soundtrack to Coup d'État, ça raconte les enchevêtrements et la rencontre entre le jazz des années 60 et les tentatives, notamment de la part du Congo, de construire les États-Unis d'Afrique, notamment tous les mouvements de décolonisation, les mouvements décoloniaux de l'époque, d'indépendance du Congo, d'indépendance des États africains, etc. Et toute cette rencontre finalement très étrange entre le jazz, le milieu du jazz, noir américain principalement, et les luttes africaines de l'époque, alors que pourtant c'est éloigné en termes de continent, etc. Et ça fait beaucoup de choses à emmagasiner, ça fait un pan de l'histoire très vaste. Et c'est un petit peu là d'ailleurs où je suis, peut-être pas que je suis parti, mais c'est un petit peu là où moi j'ai eu un petit peu plus du mal, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le film. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film. Et enfin, le film il dure je crois 2h30, ce qui pour un documentaire c'est exceptionnellement long. Enfin vraiment, d'habitude des documentaires, enfin à part des Wong Bing évidemment qui durent plus de 3 heures, des documentaires ça a une durée assez classique. Ça fait pas sur Raoul Peck. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, parce que Raoul Peck du coup qui avait fait I Am Not Your N-Word et ah putain, son film récent qui est sur un photographe, j'allais dire Elliot Doyle photographe, mais non, c'est Ernest Cole photographe, qui était super chouette et qui est basé sur des archives. Et en fait Raoul Peck, là où il est très fort, c'est qu'il va se baser sur une seule personne. Là pareil, typiquement comme dans I Am Not Your N-Word, il y a James Baldwin qui fait des apparitions plusieurs fois, et en fait c'est un truc tout au coup d'état. Je trouve qu'il est vaste, il se passe énormément de choses, il se passe beaucoup de choses. Vraiment, c'est là où je trouve que le film, presque, c'est pas qu'il nous perd nécessairement, mais c'est que vraiment il y a plein de choses qui se passent à l'écran. C'est rythmé du coup par cette soundtrack du jazz, où en fait il y a aucun temps mort.
et où ça va mixer du coup le moment guerre froide avec les soviétiques qui font des trucs dans leur coin, tout ça, qui essayent qui essayent de se mettre un petit peu dans la poche, entre guillemets, l'Afrique, le Eisenhower qui fait des trucs dans son coin, tout ça. Enfin, ça va mixer des trucs de tous les pays, et en fait, je trouve que c'est... putain, il y a beaucoup de choses, quoi. C'est tout un pan de l'histoire qui est très très vaste, et où en fait, faut clairement pas se perdre. Enfin, vraiment. Un peu en mode Adam Curtis. Adam Curtis, j'ai pas assez vu de ce qu'il a fait. Mais bah, pour le coup, du coup, si tu dis que Raoul Peck il y a un côté Adam Curtis, pour le coup, je peux me rattacher à Raoul Peck. Et Raoul Peck, c'est vraiment c'est focalisé sur un artiste, sur une personne. Ça le lie à des mouvements. Mais là, en fait, il y a à la fois tout un pan du jazz afro-américain où tu as des tonnes d'artistes qui défilent. Où moi, je retiens pas les noms de tous les gens qui défilent, etc. C'est basé aussi sur des écrits. En fait, tu sens que c'est un documentaire monstre qui presque pourrait faire toute une série de 5 heures peut-être. Hein. Ça, c'est un petit peu peut-être le problème, c'est que ça pourrait faire tout un truc de plus de 5 heures, où c'est basé du coup aussi sur des écrits de l'époque, sur des écrits qui relatent comment ça s'est passé, les embranchements avec la CIA, évidemment, qui va s'impliquer dans tout ça. Et en fait, je trouve que ça fait un documentaire, mais monstrueux. Enfin, clairement, moi, je trouve qu'il y a un aspect très, très... trop vaste en fait quelque part à ce docu. J'ai quand même apprécié, et j'ai quand même retenu des trucs, et j'ai appris des choses qui quand même je trouve que c'est un des premiers buts des documentaires, c'est d'apprendre des choses, et j'aime la proposition parce que je trouve qu'il y a un côté presque séquence musicale. En fait, c'est une séquence musicale d'un film mais qui dure 2 h 30. Enfin vraiment, et je trouve qu'il y a un truc où ça part vraiment dans tous les sens et où ça part un peu partout et où ça va dresser tout un portrait immense, assez marqué d'ailleurs au niveau de visuel et au niveau de la direction artistique, ce que je trouve très chouette. C'est vraiment, c'est pas un docu basique Arte, quoi, j'ai envie de dire, même si j'adore les docus Arte, mais c'est pas un docu vraiment qui est très voix off explicative, etc. Des trucs comme ça, et puis voilà. Mais je trouve que là-dessus, c'est vraiment super super chouette. Et je trouve que c'est quand même un super film. C'est un film à voir, hein, de toute manière, c'est un tract au coup d'état. Je sais que j'ai croisé hier quelqu'un qui m'avait reconnu et avec qui on s'est croisé rapidement et qui disait ah tu vas pas voir son track, et je dis oui oui je vais voir le lendemain parce que j'avoue que je sortais du taf et 2 h 30 de documentaire comme ça, j'aurais pas pu les prendre, et je pense que j'aurais vraiment vraiment pas pu les prendre en ayant vu le film maintenant aujourd'hui, parce que clairement c'est très très vaste quoi. Il faut pas se décrocher. Faut vraiment pas décrocher, et je pense que c'est très dur de ne pas décrocher. Et c'est un peu ça où il faut vraiment être préparé à voir un gros truc, le revoir peut-être chez vous parce que le film il est sorti il y a 2 ans aux États-Unis, donc il est déjà disponible en ligne. Hein. Moi je sais que je suis rentré chez moi, j'ai rematé un petit peu des bouts, mais voilà, c'est quand même ce truc où a priori, il faut être préparé. Il faut être quand même très très préparé. Et il faut le voir réveillé. Sinon, ça va être très très compliqué, quoi. Même moi, enfin, du coup, je somnolais un petit peu par moment parce que j'étais fatigué. Je venais de voir La mort n'existe pas juste avant. C'était dur aussi, quoi. C'était très très dur. Très 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 dur. Et du coup, j'ai vu aussi, juste avant Soundtrack to coup d'état, La mort n'existe pas. Film d'animation de Félix quelque chose, j'ai oublié son nom. Tac, je vais juste le rechercher à côté. La mort n'existe pas, film. De Félix Dufour Lapeyrière. Alors, truc qui m'a surpris, c'est que moi j'ai vu des images, j'ai vu des trucs à côté, tout ça. Truc qui m'a surpris, c'est pas un film français, c'est un film québécois. Parce que ça m'a surpris. Dès le départ, en fait, je suis allé regarder ce film-là. Et je me suis dit, ok, bon, ben, film français, tout ça. Ça avait fait parler à Annecy, tout ça. Enfin, voilà, classique hein, des films du genre. J'entends les voix. Je me dis, oh putain, c'est québécois. Voilà, ça m'avait un petit peu surpris. Donc voilà, je tiens à le dire. Ne soyez pas surpris comme moi, c'est un film québécois. J'avais vu l'année dernière, je crois, un film québécois qui s'appelle Adam change lentement, qui était très sympa, très très sympa. On y suit du coup les aventures d'un groupe de révolutionnaires, menés notamment avec une des personnes qui s'appelle tac 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 Hélène, qui du coup est une militante qui en fait il s'apprête à faire justement un coup d'état.
Ah ah. Il s'apprête à faire un coup enfin, un coup d'éclat, un attentat en fait, tout simplement. Il s'apprête à faire un attentat sur une maison de Bourges gérée par une vieille dame, etc. Et donc, il se trouve que Hélène, au moment d'y aller, s'enfuit et abandonne ses collègues militants et donc ils sont tous tués, etc. Et donc après, c'est toute une phase d'exploration, de rêve, d'exploration de ce qu'elle aurait pu faire, de ce qu'elle aurait dû faire, de est-ce qu'elle a droit à une seconde chance, est-ce qu'elle a droit à autre chose. Et donc c'est un trip psychologique assez étrange. Dur un petit peu de rentrer dedans, d'ailleurs, je pense, pour certains. J'ai vu que ça a été une des grosses critiques autour du film, c'est que c'était très très dur de rentrer dedans. Mais je trouve qu'il y a quand même... Alors, je trouve l'animation déjà très belle. Vous la voyez là à l'écran, mais je trouve l'animation vraiment très belle. Ça se base en fait sur des aplats de couleurs monochromes, sur des mouvements de caméra aussi parfois très étranges, qu'il peut y avoir de la rotoscopie. On est sur quelque chose d'assez bizarre, mais qui est jamais moche. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Parce que moi, j'aime pas quand il y a des films où on se dit, ah oui, c'est un peu bizarre au niveau du style d'animation. En fait, c'est moche. Là, je trouve qu'il y a quand même un parti pris très pertinent, très intéressant. Et où il y a quelque chose de super bien fait. Donc déjà, rien que pour ça, j'adore. J'aime beaucoup également le jeu des comédiens et des comédiennes qu'on retrouve ici. C'est jamais horrible. Je sais qu'il y avait pareil des critiques de gens qui disaient ouais, j'y crois jamais. Après, voilà, au niveau du message, au niveau du scénario et de l'enchevêtrement du scénario et de comment le scénario se déroule, ça peut être un petit peu dur de rentrer dedans. On va pas se mentir. Ça peut être un petit peu dur de rentrer dans ce côté très bah, dans quel ordre se passe l'intrigue, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça peut être compliqué. Maintenant, il y a quand même ce truc où moi perso j'ai adoré les messages que ça donnait. Ça se voit que c'est vraiment fait par quelqu'un qui est plutôt gauchiste, pas nécessairement trop mou. Il y a des aspects un petit peu mou par moment où je me dis ah, est-ce que ça sera mou tout ça, mais en fait c'est un appel, c'est un appel à la révolution, à la redistribution des richesses, tout ça, où je me dis ouais oui ça va, on est du même camp quoi. Clairement vous voyez même là avec les images de police fasciste, tout ça, de tout ça. Même d'appel à la nature aussi, où je me disais ah, est-ce que ça fait pas un peu trop babos, et finalement non, c'est clairement très révolutionnaire. Mais en fait je trouve que il y a un truc récemment au cinéma, et particulièrement cette semaine, avec les révolutions. Enfin, je trouve qu'entre Une bataille après l'autre, qui aborde clairement ça et qui aborde ce côté post-révolutionnaire qui a perdu son espoir et qui ne peut le retrouver que dans la nouvelle génération, Soundtrack to au coup d'état, qui raconte en partie tout ça, qui raconte en partie un moment révolutionnaire et un moment où on a cru à cette révolution et où on a cru à quelque chose qui aurait pu se passer avec les États-Unis d'Afrique, tout ça. Et ici, du coup, La mort n'existe pas, qui est un film d'animation qui revient également sur ce côté abandon de la révolution et qu'est-ce qui se passe quand une personne n'est plus là pour faire la révolution, pour faire la révolte. Je trouve qu'on est dans quelque chose et dans une sorte de moment spécial de l'histoire du cinéma où même pareil en partie avec pareil en partie avec un simple accident, où ça revient sur bon bah maintenant qu'on a accès à notre tortionnaire, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait de cette révolte personnelle qu'on peut avoir en même temps avec la Palestine. Mais c'est même pas juste la Palestine, je pense que c'est vraiment un truc de l'époque. Je pense que voilà, il y a un truc dans l'époque de la révolution, pourquoi faire en fait quelque part, et qu'est-ce qu'il y a après la révolution, presque d'avoir un petit coup d'avance là-dessus. Le cinéma a toujours un petit coup d'avance sur les luttes sociales par moment, enfin la nouvelle vague a prédaté de mai 68, il y a plein de trucs comme ça où le cinéma est toujours un petit peu présent, la paranoïa post 11 septembre a prédaté le 11 septembre en partie, il y a plein de trucs comme ça où le cinéma est toujours un petit peu en avance, et j'ai l'impression que là on a quelque part les thèmes qui pourraient venir dans la société d'ici quelques années, ou en tout cas que c'est des thèmes qui sont digérés, là, que peut-être qu'il y a une sorte de souffle là-dessus, avec voilà une sorte de génération où on ne fait que doomer et de se dire que même si la révolution arrivait, même s'il y avait un renversement de toutes nos sociétés, de tout notre système dans lequel on vit, pourquoi faire finalement, pourquoi faire, pourquoi faire tout ça en fait, à quoi ça servirait, qu'est-ce que ça changerait. Et quelque part, je pense qu'on est dans une sorte, ouais, de... Enfin, si je me base sur
le cinéma et ce qui sort actuellement au cinéma, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de période pré-révolutionnaire, post-révolutionnaire, je ne sais pas. En tout cas, qu'il y a quelque chose, quoi. Malheureusement, je trouve le cinéma bien en retard sur le contemporain maintenant. Bah, je trouve justement que là, enfin, il y a presque un côté, on a gagné ou on a perdu. On a essayé de faire des choses, mais on a gagné, on a perdu, on sait pas trop. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est un petit peu ça, quoi. La révolution, c'est pas un chapitre 1, si tu la vois comme finalité de ton projet, c'est que t'es déjà cooked. Bah, c'est un petit peu d'ailleurs la vision du monde. Le monde voit la révolution comme la fin du projet et de se dire, bon, bah, tout amènera à la révolution, quoi. C'est un petit peu, oui, effectivement triste. Mais effectivement, je vois toutes ces productions-là et je me dis, il y a un truc qui se passe, il y a un truc bizarre et faut pas louper le train. Mais il y a un truc bizarre aussi, quoi. Il y a un truc étrange et je vois ce La mort n'existe pas qui est super chouette et je vois surtout que ça fait des bonnes œuvres aussi, que ça fait des bonnes réflexions et quelque part que ça fait des bonnes armes aussi. C'est aussi ça, c'est que ça fait des bonnes armes pour si jamais la révolution arrive et qu'il y a un truc comme ça qui arrive, bah il faut voir la suite justement du bouquin, il faut voir la suite de tout ce qui se passe après. Donc je me dis que là-dessus, La mort n'existe pas, Soundtrack au coup d'état, des films du genre sont vraiment assez pertinents dans notre époque. Et je trouve que globalement, même Marche ou Crève aussi hein, aborde cet aspect-là de se dire putain, l'Amérique fasciste, etc. Je sais qu'il y a des tweets dessus en mode ouais, les films qui abordent l'Amérique fasciste en mode une bataille après l'autre, Eddington, Marche ou Crève, Weapons. Je me dis putain, Weapons pour vous aborde l'Amérique fasciste. Enfin, vraiment, vous êtes assez délus, hein, je comprends pas. Hein. Ailleurs, je sais pas, vu ce qui se passe, mais en Occident, il me semble pas qu'on soit en période pré-révolutionnaire, bien au contraire. Bah, après, ça arrive, je sais pas trop. Mais ça peut arriver n'importe quand, j'ai envie de dire. Mais voilà, mais en tout cas, c'est des films, moi, qui me questionnent, là, les 4 films. Les 4 films là, à part Marche ou Crève, que je trouve vraiment juste désastreux et mauvais, c'est quand même des films qui, à chaque fois, questionnent un petit peu. Où je me dis que c'est pas des films qui vont laisser indifférent. Donc c'est pour ça que c'est quand même pas une très mauvaise semaine pour le cinéma, mine de rien. Et qu'il y avait de la pertinence dans tout ce qu'on a pu voir, quoi.